Ce qui est en train de se passer en ce moment où je te parle, dans le monde agricole français, est un drame. Les agriculteurs et les éleveurs sont en train de vivre vraiment un calvaire, inexplicable. Après que la grosse crise manifestée par les agriculteurs, cette fois-ci, c'est les éleveurs qui sont visés. Les éleveurs, sont en pleine tourmente. Suite à quoi? Suite à un virus qui a été découvert, la dermatose modiculaire. C'est un virus qui attaque les vaches, en fait. Mais ce virus n'est pas contagieux, c'est-à-dire qu'à l'homme. Ce virus n'est pas nocif aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on mange, c'est-à-dire que la viande. Mais c'est que l'État et le gouvernement français a pris comme décision, c'est de détruire les bêtes. Dans le cas où on découvrait un cas dans un cheptel. Voilà, c'est-à-dire que la psychose qui est en train d'animer les éleveurs. Tu sais très bien que c'est un milieu qui est déjà très fragile. C'est des personnes qui ne s'en sortent pas déjà. C'est des personnes qui sont comme ça. Sur le plan de la concurrence, sur le plan même de pouvoir vivre de leur métier, c'est difficile. Parce qu'il y a de la concurrence qui vient de l'Amérique du Sud, qui vient de Nouvelle-Zélande. Alors lorsqu'on vient dire à un éleveur de détruire tout son cheptel, surtout dans le secteur bovin, tu sais que pouvoir se constituer, un troupeau, ce n'est pas évident. Une vache, ne met pas au trot de veaux. Et pour pouvoir amener le veau à maturité, pour que ça ait peut-être 400 ou 500 kilos, mais c'est un long processus. Pour pouvoir même avoir la bonne génétique. Parce qu'il faut comprendre que là-dedans, pour pouvoir avoir le bon géniteur, c'est un processus qui peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça fait que ce sont les grands-parents qui ont pu, justement, installer la ferme, travailler pour que la ferme puisse avoir des beaux géniteurs pour pouvoir produire la bonne race et la bonne qualité de la viande. Donc, on a des fermes comme ça, des personnes sur 3 générations, 4 générations. Donc, imagine que d'un coup, on vient demander à cette personne-là de détruire tout son cheptel. Il n'y a aucune autre mesure. Hein. Certains vétérinaires ont même proposé que la quarantaine, que l'animal qui est peut-être malade, on pouvait mettre cet animal en quarantaine, on observe. L'État, le gouvernement, les dirigeants politiques disent non, ce n'est pas possible. Il faut tout détruire. Il faut tout détruire. Donc, voilà la situation dans laquelle nous sommes. Ça, c'est en train de créer comme ça une crise terrible. On a que des agriculteurs qui sont déjà, ils étaient très fragiles. Imagine donc une personne comme ça qui ne connaît que ça et qui n'a que ça comme héritage, comme j'ai coutume à te dire. C'est un patrimoine qui a été constitué sur 40 ans. Au-delà, tu as dit que de l'argent, déjà, l'argent même fiduciaire, il n'envoie pas. Mais il y a beaucoup plus l'attachement que sur le plan sentimental. Parce que c'est ce que le grand-père a fait, le père a fait, le père a donné au fils ou à la fille. La fille est en train de conduire un patrimoine, c'est-à-dire que la familial. Tu vois, il y a ce côté, c'est-à-dire sur le plan de l'affectif, sur le plan sentimental, sur le plan des émotions. Imagine, c'est-à-dire que l'état émotionnel de plusieurs agriculteurs aujourd'hui. Beaucoup te disent que se suicident. Hein. Ça, depuis la création de cette chaîne, je te le dis. C'est les statistiques qui sont là. Chaque jour qui passe, c'est un suicide. Et avec ce phénomène encore, je ne sais pas
comment les personnes vont devenir. Lorsqu'on vient comme ça, tu quoi? Détruire un cheptel de 100 vaches, de 200, de 300. Ce qui est en train de se tramer, va être très grave. Hein? Ça va être très, très grave si on arrive à trouver rapidement une solution. Mais on peut aussi se poser la question comme qu'est-ce qui entraîne donc, qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? Pourquoi aujourd'hui l'État, le gouvernement français peut aller au point de carrément vouloir détruire sa souveraineté alimentaire? La France, dit que c'est l'un des bassins de production en Europe. C'est le premier bassin de production en Europe. La France, c'est-à-dire que le secteur agricole ou le secteur de l'élevage, ça fait partie du patrimoine français. Vous avez, c'est-à-dire que les vaches, quand on parle d'un Français, un bon, c'est-à-dire que Gaulois, c'est son béret, la cloche de vache, sa baguette et sa bouteille de vin. C'est ça le symbole de la France. Et voilà ce symbole qu'on est en train de détruire. J'ai coutume à vous dire ici que le capitalisme, le libéralisme, les marchés, la finance est venue détruire l'économie réelle. Voilà comment on est en train de détruire l'économie réelle sous nos yeux. Pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo afin de venir vous interpeller. Pour que vous puissiez comprendre comment le système fonctionne. Ici, tel que nous parlons d'agriculture, on parle d'élevage, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement. Je te dis ici qu'on se doit de valoriser et de vulgariser nos richesses locales. On se doit de promouvoir nos semences locales. On se doit de créer de la richesse réelle. On se doit de permettre à ce que c'est celui qui produit qui gagne sauvagement d'argent. Ça demande de la stratégie, tout ça. Ça demande de comprendre comment le système fonctionne. Alors, si nous ne comprenons pas comment le système fonctionne, ça va donner ce que c'est en train de donner là. Est-ce que tu trouves normal qu'on soit là aujourd'hui en train de détruire le patrimoine que les agriculteurs ont pris? Le temps, je dis que c'était 40, 50 ans pour construire en une fraction de seconde. On vient comme ça détruire avec brutalité. On ne cherche même pas à trouver des solutions. La seule solution, c'est de tout détruire. Donc, je fais ce plaidoyer afin que nous qui voulons aller entreprendre, qui voulons aller investir en Afrique, qui voulons aller entreprendre le secteur agricole en Afrique, puissions comprendre comment ça fonctionne. Parce que si tu ne comprends pas comment que le monde fonctionne, si tu ne comprends pas dans quel système nous sommes, ben ça donne ce que ça donne. Oui. Maintenant, c'est les agriculteurs et les éleveurs qui sont en colère. Mais cette colère ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans que les agriculteurs se peignent. Mais si aujourd'hui, tu dis quoi? Ils sont sortis en masse, c'est parce que c'est la goutte d'eau qui déborde le vase. Lorsque cette fois-ci, on vient carrément t'enlever ton outil de travail, qu'est-ce qui te reste à faire? La chose qui te reste à faire, c'est de défendre ton outil de travail. Et dans cette défense d'outil de travail, moi, ma crainte, c'est que ça ne vit pas ta copie. Parce que lorsque tu viens enlever comme ça 40 ans de dur labeur à un agriculteur, à un éleveur, tu attends qu'il fasse quoi en fait? Tu attends qu'il aille où? Qu'il devienne quoi? Voilà comment on crée encore des chômeurs en puissance. Voilà des personnes qui ont passé 30 ans, 40 ans à souffrir en silence. On leur a vendu un système sur lequel ils ne s'en sortent pas. Trop de réglementation, trop de normes,
Ils n'ont pas le contrôle sur les prix. Beaucoup, c'est-à-dire que le travail n'arrive pas à se dégager un salaire. La concurrence déloyale au nom du libre-échange. Vous avez des personnes comme ça, des pays qui ne respectent pas les normes. Par exemple, pour ceux qui sont en Europe, les normes européennes. Mais au nom du libre-échange, les agriculteurs et les éleveurs européens se retrouvent en compétition avec ceux qui produisent que de la viande, par exemple, en Nouvelle-Zélande, sans normes, avec un coût de production très très bas. Ceux qui produisent de la viande, qu'au Brésil, sans normes, ils ne respectent pas les normes environnementales. Du moins, ils n'ont pas les mêmes exigences que ceux qui produisent en Europe. Ils viennent que faire de la concurrence déloyale. Tout ça, c'est-à-dire que sous le contrôle et au profit de qui? Au profit, c'est-à-dire que de ceux qui contrôlent le game. Les multinationales. Parce que celui qui va aller produire de la viande au Brésil, est-ce que vous savez comment au Brésil? Les fermes au Brésil, c'est sur 10 000 hectares. 10 000 hectares, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne, c'est des multinationales. Certains sont sur 20 000 hectares. Ils ont comme ça des cheptels de plus de 500 000 vaches. 500 000 vaches. Mais ici en Europe, on a des petits paysans qui ont des troupeaux, c'est-à-dire que de 30 vaches, 40 vaches, 50 vaches, 100 vaches au plus. On vient leur parler que des normes environnementales. On vient leur faire comprendre que non. L'environnement est hyper pollué, que les vaches polluent que par rapport au méthane. Donc, il faut réduire que la quantité, le nombre de cheptels. En Hollande, par exemple, ils ont voté des lois où ils sont en train de racheter les fermes des éleveurs. Parce que en Hollande, ils disent que l'Hollande a dépassé le seuil d'azote. Voilà là où nous en sommes. Donc, lorsque tu viens donc racheter ces fermes-là, c'est pour que cet éleveur devienne quoi? Voilà une ferme qui a été bâtie de génération en génération, sur 3 ou 4 générations. Lorsque tu viens enlever, donc ça fait qu'on trouve quand même des personnes qui sont déboussolées. Sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, c'est des personnes qui sont malades, des personnes qui sont foutues. Certains finissent même en psychiatrie. Voilà les réalités qui sont là. Mais ce que vivent les éleveurs, lorsque tu scannes que l'économie mondiale, c'est pour ça que à chaque fois que je te parle, je te fais toujours une analyse globale sur le plan économique. Ce que vit l'éleveur, c'est ce que toi-même tu vis. C'est ce que la population française vit. C'est ce que la population européenne vit. C'est ce que la population mondiale vit. J'ai coutume à te dire, pour pouvoir voir l'état de santé d'un pays, on regarde quoi? On regarde comment le pays fonctionne. Tous les pays aujourd'hui sont endettés, hyper endettés. La France a plus de 3 400 milliards d'euros. L'Amérique a 35 000 milliards d'euros de dettes. Le Japon est en faillite. L'Allemagne est en faillite. L'Angleterre est en faillite. Mais qu'est-ce qui a entraîné ça? J'ai coutume à vous dire ici que le système capitaliste libéral sur lequel nous sommes, qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné que les États aujourd'hui ne sont plus, ils sont plus souverains. Ils ne sont plus souverains, c'est-à-dire que sur aucun des piliers, que tu prennes l'alimentation aujourd'hui, le secteur alimentaire, la souveraineté alimentaire qui n'appartient pas au pays. Ce ne sont pas les États qui contrôlent aujourd'hui la souveraineté alimentaire. Ce sont les multinationales, les multinationales. Les semences sont contrôlées par les multinationales. Syngenta, Limagrain. Vous avez qui Bayer, Monsanto. Et c'est même, c'est-à-dire que multinationales qui produisent des semences ont acheté des centaines de milliers d'hectares où ils produisent
ils imposent les cultures sur lesquelles ils ont le contrôle. On va te parler ici du maïs, du soja. Voilà comment on vient nous brider, on vient brider l'alimentation mondiale sur 4 variétés de cultures. Maïs, soja, blé, tournesol ou blond. Alors que la nature nous a donné comme ça une multitude de variétés de cultures. Ce sont eux qui font la pluie et le beau temps. Et ces multinationales sont plus puissantes aujourd'hui que les États. Leur budget, le bénéfice qu'ils font par année, ça dépasse les budgets de plusieurs pays. Voilà comment on vient donc détruire l'économie. Ça, je te passe sur le côté agricole. Ils achètent les terres, ils font l'accaparement des terres, ils dépossèdent des terres donc aux agriculteurs. Je t'ai expliqué ce phénomène. Ils ont amené les agriculteurs à aller produire de façon industrielle, intensive, mécanisée, avec la chimie. La chimie, que ce sont eux qui produisent ces produits chimiques. De l'eau, la monoculture, ce sont eux qui produisent les semences. Derrière, l'agriculteur n'a pas le contrôle tel que sur le prix. À chaque fois qu'on ne fait que créer les normes, on crée la réglementation. Et ce qui fait que l'agriculteur ne s'en sort pas. Et ce qui pousse l'agriculteur à déposer bilan. Et lorsque l'agriculteur dépose bilan, quels sont ceux qui vont acheter ces terres? C'est les multinationales qui achètent les terres. Je vous ai répété plusieurs fois ici que l'agriculture est contrôlée aujourd'hui par les multinationales, par les fonds de pension américains, par les fonds d'investissement. Donc, quand vous voyez que les 500, les 5 000 hectares, les 20 000 hectares, les 10 000 hectares au Brésil, c'est les fonds de pension. C'est les fonds de pension américains. Ils sont allés déforester l'Amazon pour aller produire le soja OGM. Et pour nourrir les vaches avec ce soja OGM. Voilà les vaches nourries au soja OGM qui viendront être servies, c'est-à-dire que sur les tables européennes, africaines, pour faire de la concurrence déloyale. Voilà la réalité. Donc aujourd'hui, c'est les marchés, je vous ai dit, c'est la finance. On fait tout ça pour pouvoir faire quoi? Pourquoi te dire que les financiers, les actionnaires, que gagnent de l'argent? On transforme les agriculteurs à des ouvriers qui vont travailler au profit que des actionnaires. Est-ce que l'action qu'on est en train de faire là maintenant, tu penses que c'est anodin quand on demande de venir tuer tout un troupeau? Ils le font exprès parce qu'ils savent que derrière, les fonds de pension viendront acheter que ces terres. Je vous ai dit, je vous ai fait des partages ici concernant la situation économique. L'économie est en branle aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre l'une des crises, l'une des pires crises. Celle de 2008 était encore gentille parce que celle qui va arriver là, ce n'est qu'une question de temps. Elle va être plus brutale que celle de 2008. Tu sais, celle de 2008, c'était la crise des subprimes. Sur l'immobilier, ça ne t'a pas échappé. Tu as vu la catastrophe que ça a créé. Les États-Unis étaient en faillite. Ça, c'est-à-dire qu'on a ruissellé que sur plusieurs pays. Ça a impacté l'économie mondiale. Ça a été causé par qui? Par les grandes institutions bancaires, par ces fonds de pension, par les fonds d'investissement, par les compagnies d'assurance, par les agences d'annotation, avec la complicité même que des dirigeants politiques, parce qu'eux, ils n'ont même pas vu venir la chose. Quels sont ceux qui en pâtissent? C'est encore les pauvres, c'est les contribuables, c'est les investisseurs, c'est ceux qui ont créé ce système. On est allé donner du crédit toxique aux personnes qui étaient incapables de rembourser. Et ils savaient très bien que ces personnes étaient incapables de rembourser. Mais comme ils voulaient faire du profit, ils ont donné. Comme ils savaient qu'ils sont tellement costauds, pour ne pas dire quoi, que les pays les laissent tomber, on a donné. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a imprimé la planche à billets pour sauver le système. C'est la même chose qui se passe
sur d'autres secteurs. Vous voyez que la population est en train de se plaindre. Il y a une crise sociale. En France, il y a eu les gilets jaunes. Si mes souvenirs sont bons, en 2018, dû à quoi? Dû à l'augmentation du coût du pétrole. Dès que le pétrole monte, c'est les tensions. Il y a une manifestation, il y a une crise. Il y a une crise sociale telle que sur le plan injustice sur quoi? Injustice sur le plan de la fiscalité. Aujourd'hui, tu travailles, mais tu n'arrives pas à avoir ton salaire. Tu es tellement prélevé. Lorsque tu vas faire tes courses, tu es prélevé par la TVA. Ta fiche de paie est là. Lorsque tu regardes le brut et le net, mais il y a un décalage énorme. Tu es prélevé. Oui, on va te dire, ouais, par rapport à la sécurité sociale, parce qu'il faut faire fonctionner il faut faire fonctionner la fonction publique sur la tautologie, les hôpitaux, la police, la gendarmerie, l'armée, les infrastructures, le social. Mais la vérité est que tout ce qu'on prélève aujourd'hui, les impôts que nous payons, ne servent même pas qu'à faire fonctionner ça, parce que la vérité, c'est que quand tu regardes, le service tel que minimum n'est plus tel que fourni. Lorsque tu vois, que dans toutes ces fonctions publiques, c'est dégradé. Les écoles, les transports, notre police en sous-effectif. Tu vois la poste, le service est un service minimum. La sécurité, on vit en insécurité. La vérité est que tout ce que l'État prélève, ça permet d'aller payer dans la dette, et même pas la dette, payer l'intérêt de la dette. Tu as vu que le soulèvement qu'il y a eu, lorsque François Bayrou a dit que pour le budget de 2026, il va falloir épargner 40 milliards d'euros. Et que ces 40 milliards d'euros, il va falloir les prélever dans les impôts. Comme si on n'était pas déjà hyper taxé comme ça. Il fallait encore créer d'autres taxes. 40 milliards pour uniquement faire en sorte que le budget de 2026 soit en équilibre. Donc ces 40 milliards ne vont que payer les intérêts. Donc si on ne passe que le temps à payer les intérêts, c'est ce qui fait en sorte que, tu vois, que le pays commence à couler, que rien ne marche. Que rien ne marche. Et ces intérêts-là, on les paye auprès de qui? Pourquoi les États ne produisent pas aujourd'hui? Je t'ai expliqué ça. Nos États ne produisent pas aujourd'hui parce que les États ne sont souverains sur rien aujourd'hui. Que ce soit sur le plan industriel, sur le plan agricole, sur le plan technologique, sur le plan scientifique, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la recherche, sur le plan des infrastructures. Ils ont tout nationalisé. La même chose en Afrique. Ils sont venus dans les années 80, 90, avec le plan d'ajustement structurel. Tous les industries qui appartenaient à l'État, ça a été privatisé. Regarde en Afrique, regarde nos pays en Afrique. Tu vas peut-être marcher dans ton pays, tu vas dire, mon pays est en train de se développer, hein. On a des infrastructures. Pose-toi la question, ça appartient à qui? On a des hypermarchés, hein. On a les autoroutes, hein. On a les hôtels, hein. On a les industries. Ces industries appartiennent aux multinationales occidentales. Aux multinationales occidentales, ce n'est pas l'État qui crée la richesse. La richesse appartient donc aux capitaux privés. Et ces capitaux privés qui sont sur les marchés. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est porté sur les marchés et tout est aujourd'hui spéculatif. C'est pour ça qu'on a eu la bulle immobilière, en 2009, en 2008. Avant 2008, on a eu la bulle Internet, en 2000. Dans les années 80, on a eu la bulle sur le pétrole. En 1929, on a eu la bulle aussi pareil. Donc, on est dans un système aujourd'hui où c'est les marchés qui dirigent.
que nous sommes, c'est-à-dire que là, à travailler que pour enrichir, c'est-à-dire un système. Donc, si tu ne comprends donc pas ça, que comment le système fonctionne, tu vas passer ton temps, on passe le temps à travailler pour le système. Tu travailles aujourd'hui, c'est pour aller payer les intérêts de la dette, hein. Les intérêts auprès de qui? Auprès des fonds de pension. Parce que les États vont s'endetter maintenant auprès de qui? Les États vont s'endetter auprès des banques centrales. Elles vont s'endetter auprès des fonds de pension, aux fonds d'investissement, aux banques, c'est-à-dire que privées. Et les fonds de pension, c'est des privés. Tu as des grands groupes comme les BlackRock, tu as les fonds d'investissement, c'est-à-dire quoi là, américains, chinois, tu as les fonds de pension américains. C'est auprès de ces personnes-là, tu vois, un État, c'est ce que tu entends, les obligations. Et les pays sont aujourd'hui dans une situation où ils ont même du mal à rembourser les dettes. C'est pour ça qu'on parle de faillite. Donc quand c'est comme ça, ils bradent tout. La France a bradé toutes ses industries. L'Europe a bradé toutes les industries aux capitaux privés. Non seulement ça, ils ont délocalisé plusieurs dans ces années 80 par rapport au libéralisme économique en Asie. Ce qui fait qu'il n'y a pas de travail aujourd'hui. Ce qui est aujourd'hui, l'Europe ou l'Occident n'a que les services. Amazon, Google, Uber, on vous demande d'être des marketeurs. C'est des services en fait. Et avec les services, tu ne peux pas aller très loin. C'est pour ça qu'on a que l'Occident est porté sur les normes. Mais lorsqu'on demande aux jeunes d'aller à l'école, une fois ils sont sortis, les fonctionnaires, c'est quoi le rôle des fonctionnaires? On a des fonctionnaires qui ne sont que là à pondre les normes. Donc voilà un agriculteur qui est là, qui fait un travail noble de préserver la souveraineté alimentaire de son pays, au lieu que l'État permette à cet agriculteur de pouvoir développer correctement son business, de lui donner l'outil, de lui donner les moyens, de pouvoir continuer à s'étendre, afin de continuer à préserver la souveraineté alimentaire. Comme les politiques n'ont plus la main sur la production, il faut bien employer les gens. Voilà comment on va employer les technocrates. Ils sont allés faire l'ENA, ils ont fait HEC, ils ont fait les mines, ils ont fait Centrale. Il faut bien les occuper. Donc voilà comment ils sont dans les bureaux à pondre les normes. Chaque année, on pond les normes. Normes environnementales, normes écologiques, normes ISO 5, normes ISO ceci, normes ISO cela. Parce qu'il faut les occuper en fait. Parce qu'il faut les occuper. Et à chaque fois on pond les normes, ça vient rendre la vie difficile à ceux qui produisent. C'est pour ça que les entrepreneurs ont du mal à se développer en France. Et je dis même en Europe. Parce qu'il y a trop de normes. Et c'est ce qui fait que les investisseurs, les entrepreneurs quittent la France pour aller là où c'est un peu plus souple. C'est ce qui fait que les cerveaux, il y a des fuites de matière grise. Parce que tu ne peux pas être dans un pays où, déjà lorsque tu vas sortir, le jeune va sortir. Tu n'as pas les chances, on ne te donne pas la chance. Et il n'y a pas d'emploi. Parce que tous les emplois ont été détruits. Les investisseurs qui sont allés ont délocalisé leurs industries. Et lorsque tu as le travail, on te prend carrément, c'est-à-dire que la moitié de ta paye pour aller payer les intérêts de la dette. Ça fait que les jeunes quittent la France. Ceux qui ont la matière grise, les jeunes quittent. Et c'est une perte encore énorme pour la France. La France, c'est-à-dire qu'elle a perdu le contrôle sur tout, a perdu le contrôle sur les industries, a perdu le contrôle sur la technologie, la science. On parle de l'IA aujourd'hui. Quelle est la place de la France sur l'IA? Donc tu vois, il y a une tension qui est la crise sociale. Il y a un désaveu, c'est-à-dire que des politiques. Voilà comment on ressent les marqueurs de la pauvreté. Désaveu des politiques. Et ça, partout dans le monde, tu vois aujourd'hui, désaveu des politiques, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout, en Afrique. Désaveu. Le peuple,
vraiment a vomi les politiciens. Voilà comment voilà les marqueurs que tu vois de la pauvreté en fait. Et tu as maintenant les tensions, c'est-à-dire que sur le plan géopolitique. Donc pendant que c'est tendu, qu'est-ce qui crée donc ça? C'est que tu as des pays, tu as la Chine qui est là, qui réclame sa première place aussi. Tu as les États-Unis qui veulent tout garder tel que l'hégémonie. Ça crée donc des tensions. Et dans ce monde où, tu vois, c'est chacun qui veut pouvoir préserver son économie, on sort comme ça des lois telles que protectionnistes, taxes telles que douanières, taxes machin, fermeture des frontières telles que, concernant les échanges tels qu'économiques. Ah non, on ne vous vend pas tel que nos matières premières. Tu vois ces tensions. Et quand ça crée des tensions comme ça, c'est les entreprises qui en pâtissent. Parce qu'on est venu nous vendre telle que cette histoire telle que des libre-échanges. Que les pays pouvaient commercer telle entre eux. Toi, tu pouvais produire aujourd'hui et que les consommateurs, tes clients, sont plutôt les Chinois. Mais lorsqu'il y a des tensions géopolitiques, ben, le Chinois va faire quoi? Le Chinois va dire, je ferme ma frontière, je ne prends pas les produits tels que les Français. Voilà comment on tue l'économie telle que française. Mais lorsque tu dis que dans ton pays aussi, les normes sont tellement, tu as dit quoi là? Tu es accablé de normes. La Chine, elle, de son côté, a assoupli sa réglementation. Donc ça fait qu'en Chine, on produit en masse. Et la Chine vient donc dominer tel que les marchés occidentaux. Prends l'exemple avec le magazine Shine. Comment tu peux expliquer qu'on fabrique un produit en Chine? Les Chinois, c'est-à-dire que fabriquent, ils exportent et ils vendent à 1 euro. Ils vendent à 1 euro. C'est quoi le coût de production? Comment ils font pour pouvoir vendre un produit à 1 euro? Alors que ici en Europe, ici en France, tu ne peux pas créer une entreprise. Tu vas te dire quoi? Manufacturer et tu vends à 1 euro. Le coût de l'énergie, le coût de la réglementation, le coût de la main-d'œuvre, le coût des machines. Comment tu pourras sortir un produit à 1 euro? Et si toi tu vas sortir un produit, comment tu pourras être compétitif face à la Chine qui fait le même produit à 1 euro? Voilà comment tu as dit que l'économie européenne et française est détruite. Voilà là où nous en sommes. Sans compter maintenant l'IA qui arrive. Elon Musk nous fait comprendre comme quoi bientôt, les robots vont remplacer les humains. Donc tu vois à quel point la technologie est en train de venir détruire la valeur des choses. Donc, je t'explique ça pour te faire comprendre que c'est un ensemble, c'est un tout. L'immobilier aujourd'hui aussi en pleine crise. Parce que tous ces secteurs sont interliés aujourd'hui. Et je t'ai expliqué comme quoi, pendant que la population panique, les riches, eux, ils font quoi? Les riches cherchent toujours à être du bon côté de l'économie. Les riches réfléchissent, font les calculs. Les riches sont lucides, ils réfléchissent avec lucidité, avec froideur. Les riches sont en train de retirer tel que tous les avoirs. Je dis que Warren Buffett, en 3 ans, a sorti plus de 133 milliards de dollars pour aller investir dans quoi? Dans les valeurs tangibles. Achat de terres agricoles. Est-ce que tu as compris? Achat de terres agricoles. Bill Gates a plus de 110 000 hectares de terres agricoles. De toi à moi, est-ce que Bill Gates est un agriculteur? 110 000 hectares de terres agricoles qu'il achète, il prend ça où? Ils profitent donc de ce chaos-là. Ils organisent un chaos comme ça, afin de pouvoir venir accaparer les terres des paysans. 110 000 hectares. BlackRock, est-ce que tu sais la quantité d'hectares qu'un fonds de pension comme BlackRock a? Tous ces acteurs de cinéma, tous ces multimilliardaires possèdent des terres agricoles.
Les banques commerciales qu'on voit ici, la Société Générale a plus de 110 000 hectares de terres agricoles. Monsanto a des hectares et des hectares de terres agricoles. Même en Ukraine, ils vont acheter dans les pays moins chers. En Amérique du Sud, en Argentine, c'est Monsanto qui est venu relever l'économie d'Argentine en allant produire sur des centaines de milliers d'hectares le soja. Le soja que l'Argentine a vendu, en Chine. Et tu as vu qu'aujourd'hui, l'Argentine était encore un peu en difficulté. Donald Trump a voulu que le Trésor puisse débloquer de l'argent pour prêter à l'Argentine. Qu'est-ce que les agriculteurs américains ont dit? Les agriculteurs américains se sont révoltés. On dit négatif. Parce que pendant qu'eux, ils étaient en pleine crise, l'Argentine a préféré aller vendre son soja à la Chine, à bas coût. Voilà où nous en sommes. Les tensions géopolitiques. Et mes propos aussi, c'était fait comprendre que nous, en Afrique, dans tout ça, on pense quoi? On pense quoi? Donc voilà comment ils sont là. Ils viennent à sa capitale. Maintenant, la terre, on sait que la terre, c'est une valeur tangible. C'est une valeur concrète. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi en train tout simplement de refaire la même chose, de devenir s'accaparer des terres des paysans? Je te dis que ça fait plus de 30 ans. Je te dis que chaque jour qui passe, un agriculteur disparaît. Et ce système-là est fait pour faire disparaître les agriculteurs, afin de permettre aux multinationales, aux fonds d'impassion, aux fonds d'investissement de venir acheter les terres. Et cette fois-ci, ce n'est même pas pour produire une alimentation qui va nourrir que les humains. Puisque c'est les fonds d'investissement, eux, ils sont là pour chercher le profit. On va aller te produire que du soja OGM uniquement pour pouvoir nourrir les animaux. Qu'est-ce qui explique qu'on se retrouve en train de nourrir les animaux, dont les ruminants, avec les céréales? Les ruminants sont à la base, c'est-à-dire que des herbivores. Tout ce qui est chèvres, moutons, vaches, c'est des ruminants, c'est des herbivores. Pourquoi est-ce que tu vas aller les nourrir avec les céréales? Donc tu comprends qu'ils ont fait le business uniquement pour gagner de l'argent. Ce n'est pas dans l'optique de pouvoir nourrir la population. Et chaque année, FAO va dire que oui, le monde va mal parce qu'il y a une sous-alimentation. Mais il y a sous-alimentation tout simplement parce que, est-ce que tu connais la quantité d'aliments qu'on cache dans le secteur de l'élevage? Que ce soit avicole, que ce soit élevage de porc, de bovins, parce que ça mange les céréales. 80% des céréales produites dans le monde, ça sert à nourrir les animaux. Au détriment, c'est-à-dire que des humains. Et lorsqu'on vient te signaler, regarde là maintenant, quand on vient signaler ce virus, la dermatose, et qu'il faut tuer, c'est-à-dire que toutes les vaches. Imagine un temps soit peu que le cheptel français soit à 15 millions de vaches. On va venir tuer 15 millions de vaches. Et 15 millions de vaches qui ont mangé les quantités astronomiques de céréales, qui ont bu des quantités astronomiques d'eau, qui ont pollué. Tu vois, voilà comment, d'un coup, est-ce que tu vois le gâchis? Ces animaux ont mangé des quantités astronomiques de céréales. On va les détruire. Pareil, lorsqu'il y a la grippe aviaire, on demande d'abattre tous les cheptels de volailles. Imagine que ces volailles qui ont mangé les quantités astronomiques de céréales, qui ont bu des quantités astronomiques d'eau, on vient les détruire. Et on va venir s'étonner que la planète va mal. On va venir s'étonner que la planète va mal. Il y a trop de sécheresse, il y a trop d'inondations, il y a des vents violents, il y a trop de ceci, il y a trop de tremblements de terre. On se doit de repenser notre modèle. On se doit de repenser notre modèle de production. Ce modèle de production industriel, intensif, qui ne bénéficie qu'aux actionnaires.
Ils sont là pour faire l'argent. Ils vont aller produire l'éthanol. Lorsque le coût du pétrole est élevé, ils produisent l'éthanol. Ils vont aller produire les dérivés, le sucre. Ce n'est pas pour l'alimentation humaine. La meilleure agriculture est qui nourrit son homme, qui préserve l'environnement. C'est des modèles tels que d'agroécologie. C'est des modèles d'association de culture. C'est le modèle de permaculture. C'est le modèle de ferme intégrée tel que je t'ai expliqué. Diversification de culture. La nature nous a donné en termes de diversité, une diversité telle que voilà, incommensurable. Comment on peut venir se limiter uniquement à quelques variétés? Et ces quelques variétés, parce qu'eux, ils sont allés en laboratoire, sortir une semence, dire que cette semence est meilleure, ils ont breveté, et on nous cantonne à ça. Alors que la nature, Dieu nous a donné en termes de variétés, une multitude de variétés. Et la vérité, c'est que la nature fonctionne en termes de diversité. Lorsque tu marches dans la forêt, tu ne vois pas uniquement une seule variété telle que d'arbres. Il y a une diversité telle que de cultures d'arbres. Il faut uniquement imiter cette nature. Et lorsque tu diversifies donc, tu vois que tu n'es pas sous le coup du réchauffement climatique. Lorsque tu es sur une surface, je t'ai expliqué ça. Allez faire ta ferme de 2 hectares, 3 hectares, ou sur les 3 hectares, tu as comme ça en termes de variétés, une centaine de variétés, même 150 variétés de culture. 150. Tu vois qu'en termes de réchauffement climatique, même s'il fait chaud, tu ne pourras pas perdre toutes tes 150 variétés. Tu vas peut-être perdre une dizaine, mais tu vas te rattraper sur les autres. Même s'il y a une inondation, même s'il y a des catastrophes, tu ne pourras pas tout perdre en fait. Même si sur le plan économique, il y a abondance de tomates sur le marché, tu vas te rattraper avec d'autres cultures. C'est de la stratégie. Mais ça demande de la connaissance. Ça demande que tu te formes. Ça ne demande pas que tu aides avec les slogans. Ça demande ici que tu perturbes de moins en moins ton sol. Que tu n'aimes pas un impact carbone vraiment négatif. Que tu ne pollues pas. Que tu respectes la biodiversité. Que tu respectes ton sol, la microfaune et la macrofaune. Que tu agresses moins ton sol. Que tu amendes ton sol avec la matière organique. Que tu apportes avec la matière, les matières organiques végétales et les matières organiques animales. Donc, ça veut dire que tu travailles en circuit fermé. Sur un même espace, tu as les arbres, tu as les cultures, tel que tu as les animaux. Ça veut dire que tu dois penser ton modèle même de commercialisation. Tu dois éviter maintenant les longs. Je t'ai expliqué ça. Éviter de vendre à des distances longues. Tu ne vas pas aller produire à plus de 100 km des marchés. Tu fais de la vente de proximité. Ça, il faut comprendre que les consommateurs ont compris tout ça. Que c'est ce que nous mangeons qui nous rend malades. Que c'est notre mode de consommation qui nous rend malades. Donc, commence à produire les produits sains. Les consommateurs vont aujourd'hui vers les produits sains, vont acheter directement vers les primeurs, vont acheter directement tel que leurs produits vers le maraîcher. Parce qu'ils voient comment la personne produit. La personne respecte le sol, la personne respecte la qualité de l'eau, la personne respecte la qualité du consommateur, la personne respecte le produit. Oui, les personnes sont prêtes de mettre un peu d'argent. Parce que mettre un peu d'argent, ça te permet de préserver ta santé. Tu imagines les maladies dégénératives que nous avons aujourd'hui, hypertension, diabète, cholestérol, Alzheimer, toutes ces maladies, c'est dû à notre mode de consommation et dû à la sédentarisation. Oui, ça vaut le coup de payer un peu plus cher et de manger quelque chose de qualité. Moi, c'est l'éducation que je donne ici. Donc, tu vois, tu fais le circuit court et tu diversifies dans tes cultures. À contraire, si tu vas vers la monoculture, telle que l'agriculture industrielle est en train de faire une monoculture, où les personnes qui ne sont que là à élever uniquement les vaches, à élever uniquement telles que les poules. Parce que c'est comme ça que le système les a cantonnés. À faire uniquement une seule chose. Lorsqu'il y a une catastrophe, comme là maintenant le virus, ça peut être voilà, catastrophe naturelle. Ça peut être même sur le plan tel que de marché, tel que
crise, c'est-à-dire que tu es sur le plan de marché. Tu es bloqué, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire, tu subis. Moi, c'est pour ça que je suis allé entreprendre autrement. Tu m'entends, je te parle ici, et je produis le Njansang, le Bitacola, la cola Kumnata, le poivre, le mpébé, pas mis à huile. Nous avons une unité de transformation. Je t'explique ici que c'est toi qui dois mettre dans le panier de la ménagère. Je suis allé produire les cultures sur lesquelles ils ne peuvent pas me contrôler. Je suis allé mettre des produits sur lesquels je peux produire une richesse générationnelle. Lorsque tu vas aller produire les arbres, c'est des richesses générationnelles. Générationnelles. Ça va sur plus de 200 ans. L'arbre a de ceci que ça continue à enrichir ton sol. Ça continue à te produire les fruits magnifiques sur plus de 200 ans. Ça continue à permettre en sorte que, tu vois, l'eau pénètre la nappe phréatique. Ça séquestre tout ce qui est, c'est-à-dire voilà, tous ces engrais, c'est-à-dire chimiques, à travers ses racines. Donc tu vois, l'agriculture, c'est que c'est la science, c'est la technique, c'est l'art d'observer la nature. Je vais te demander ici qu'un agriculteur, c'est que c'est un observateur. On a des métiers nobles, on a un métier noble. Hein? Observer la nature, voir comment la nature fonctionne, imiter la nature. La technologie, je ne refuse pas la technologie. La technologie est venue créer un certain progrès. Mais ce progrès, tel que Cheikh Koutoum m'a dit, si ce progrès aujourd'hui, il y a des dégâts, il y a des effets négatifs. Mais ce système-là ne bénéficie qu'à celui qui a créé le système. Et la vérité aujourd'hui que si nous en Afrique, nous voulons lutter contre tel que ce que les agriculteurs occidentaux sont en train de vivre aujourd'hui, on se doit donc d'aller vers les superficies telles qu'à taille d'homme. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, nous on le vit même déjà. N'oubliez pas, il ne faut pas oublier que le progrès rime avec inégalité. C'est violent à dire comme ça, hein? Le progrès rime avec les inégalités. Alors nous qui voulons, c'est-à-dire qu'à aller construire des buildings, aller construire des gratte-ciels comme à New York, comme en Chine, comme en Europe, on prendra ces terres là-haut. On prendra ces terres où on viendra faire l'accaparement des terres auprès des autochtones, auprès des personnes de la population. Et que deviendront donc ces populations-là? C'est ça l'esprit capitaliste. Hein? Nous sommes la main sur la poitrine que nous sommes des panafricains, nous sommes des kémites. Mais avec le logiciel capitaliste, il faudra se regarder dans la glace et accepter ça. Lorsqu'on viendra arracher les terres à tes parents, lorsqu'on viendra effacer ton village. Parce que quand vous voyez la Chine aujourd'hui, la Chine a fait. Oui, la Chine s'est développée, mais avec aussi beaucoup d'erreurs. Elle reconnaît ça aujourd'hui. La Chine a voulu copier l'Occident, mais dans cette optique-là aussi, elle a fait beaucoup d'erreurs aussi. Elle a arraché les terres aux paysans. Que sont devenus ces paysans-là aujourd'hui? Les paysans qui possédaient leurs terres, qui cultivaient leurs terres, qui produisaient. On les a transformés en ouvriers aujourd'hui pauvres pour aller construire les mégalopoles qui sont aujourd'hui vides. Parce que voilà la crise immobilière qui est là. Il y a une crise immobilière qui ne dit pas son nom en Chine. Hein. On a des mégalopoles, des buildings qui sont vides. Vide. En Europe, peut-être que c'est vide. Parce que le pouvoir d'achat ne suit pas. Parce que l'inflation est là. Parce qu'ils ont tellement spéculé que sur l'immobilier qu'aujourd'hui, ça ne suit pas. Ils ont bénéficié que de l'argent gratuit que les banques centrales ont imprimé pendant plusieurs décennies. Maintenant, avec l'inflation, les taux d'intérêt ont augmenté, les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt, les banques n'arrivent plus à prêter de l'argent. Voilà comment ça coince. Et les promoteurs immobiliers qui avaient construit des tonnes d'immeubles n'arrivent plus à trouver des preneurs.
Parce que lorsque tu vas, on ne peut plus t'accorder de crédit. Du moins, le taux d'intérêt est tellement élevé. Toi qui veux vendre ta maison, tu ne peux pas t'aider que la vendre. Au prix, t'aider que euh, au prix du marché. Parce qu'il n'y a pas de preneur. Les gens n'ont pas d'argent. Ajoutez à cela les normes aussi qu'on vient mettre. Abontant à cela, que les taxes, ce qui crée que cette crise immobilière et ce qui crée la bulle. On a comme ça que partout des maisons, des biens qui sont vacants. Donc, il faut très bien comprendre comment le système fonctionne. Et tout ça, c'est sur les marchés. Les financiers ont pu transformer l'immobilier en un produit financier spéculatif. Donc, il faut aller là où tu n'es pas sur le contrôle. Aller produire le manioc, le macabo, le taro, la banane plantain. Tu fonctionnes, c'est-à-dire que voilà, on fonctionne, tu nourris, c'est-à-dire que la population locale de ton pays. Les compagnies comme les fonds de pension comme les BlackRock, le marché, tu n'es pas impacté par le marché. Tu peux nourrir la sous-région. Tu peux créer une richesse, c'est-à-dire que générationnelle avec ça. Mais lorsque tu commences à lever la tête et que tu veux venir marcher, c'est-à-dire que sur les plates-bandes, on t'éteint avec ça. Donc voilà comment c'est-à-dire que le partage, les agriculteurs sont en train de subir tout simplement parce que la France n'a pas le contrôle sur sa souveraineté alimentaire. La France aujourd'hui n'a pas le contrôle sur les décisions. Je veux dire, tous les États aujourd'hui ne servent qu'un seul maître, la finance, le capitalisme, le libéralisme, les fonds de pension, les fonds d'investissement, les ultra riches. Donc, tu te dois de comprendre le game. Donc, si tu veux aujourd'hui avoir ta part de gâteau, comprends juste comment le système fonctionne. Crée aussi ton système. Crée ton système. Tu as vu que pleurer, terrer les pancartes. Voilà les éleveurs qui se plaignent. Depuis 5 ans, je te signale ça. Que ça fait 30 ans qu'ils pleurent en douce. Mais cette fois-ci, c'est que c'est. Non, ils ont sorti les muscles. Le peuple, peut-être qu'on manifeste tous les jours. Tu penses que ça change quelque chose? C'est un système. That's it. Donc voilà ce que je voulais partager. J'attends ton avis dans les commentaires. Dis-moi que ce que tu penses de cela. Hein. Et surtout, avant d'aller investir ou avant d'aller entreprendre, je t'invite ici à faire tes classes, à lire l'économie, comprendre comment l'économie fonctionne, comprendre comment la finance fonctionne, comprendre comment la monnaie fonctionne, la monnaie fiduciaire fonctionne, comprendre un peu des jeux politiques, des jeux stratégiques, des jeux économiques, intégrer la stratégie dans ton business, comprendre comment ton business, le business que tu vas aller faire fonctionne, maîtriser le processus de ce business, savoir qu'il y a un marché, penser long terme, ne va pas faire un business tel que de one shot. Est-ce que ce business que tu vas aller faire est durable, est pérenne? Est-ce que tu pourras vivre de ce business pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans? Parce que c'est comme ça que les riches pensent. Est-ce que ce business-là, que tu peux léguer à tes enfants? Est-ce que c'est un héritage que tu peux laisser aux enfants de tes enfants? C'est comme ça que les riches pensent. Et là, avec froideur, avec stratégie, avec calcul, c'est pour ça qu'ils ont le contrôle sur le pouvoir. Ils contrôlent le pouvoir. C'est pour ça qu'ils cherchent à comprendre la psychologie humaine. Ils sont là à manipuler donc tel que les humains, à manipuler le peuple. C'est pour ça qu'ils vont investir pour pouvoir créer les relations, les réseaux. Ils ont les réseaux, entre eux, ils se mettent en réseau, ils ont du lobbying, ils pèsent fort. Ils sont plus puissants que les États. Ils vont, t'as-dire quoi, pouvoir tisser les relations avec les États, les chercheurs, les hommes de médias, les personnes influentes. Ils les mettent de leur côté. C'est pour ça que eux, ils sont là dans le calcul. Et ils sont assez lucides dans ce qu'ils font. Donc, ne sois pas donc du côté du pauvre qui est là à espérer qu'un jour ça va changer,
qu'un jour les riches auront bon cœur. Ils vont dire non, prenez, voilà, vous avez raison. Il ne faut pas être dans l'espérance. Ou dans l'espérance que Dieu va faire les choses. Dieu va inverser la vapeur. Les choses vont changer. Analyse aussi comme ça avec froideur, avec lucidité. Et comprends comment tout simplement le système fonctionne. Aie le courage, aie l'audace d'aller créer aussi ton propre système. Voilà comment je vais conclure que cette vidéo ou cet enseignement. J'espère que tu as appris, j'espère que tu as aimé. Et je continue à dire ici, nous sommes de tout cœur avec les agriculteurs, les éleveurs, c'est-à-dire voilà, français et occidentaux, hein, parce que c'est un mal qui touche l'Occident. Nous sommes de tout cœur avec eux. Et que ceci nous serve aussi de leçon. Et que pour ceux qui seront tentés ou qui auront l'amour de la terre, puissent savoir, c'est-à-dire qu'on ne va pas entreprendre, qu'on ne va pas investir pour faire plaisir à un système que la terre, c'est un appel. La terre, c'est un métier tel que noble. Donc, avant d'aller embrasser la terre, il faudrait comprendre toutes ces contingences-là. Sinon, beaucoup n'auront que leurs yeux pour pleurer, en fait. Et comme j'ai coutume à dire, le monde est brutal. L'économie est brutale. Voilà. Comme on dit, un homme en vêtu en vaut deux. Sur ce, comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance, la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.